Bonjour à tous, nous avons une dizaine de minutes pour vous présenter la dernière étude de BPI France Le Lab, publiée aujourd'hui même, le 4 avril 2023. Alors certains articles de presse se sont déjà fait le relais de ce travail depuis ce matin, mais il s'agit tout de même d'une exclusivité ou presque d'un scoop. Et donc on est très heureux avec Mathéo de vous parler de ce travail. Pour ma part, simplement, je m'appelle Thomas Bastin, je suis responsable d'études au sein de BPI France Le Lab. Et donc, ce travail dont nous parlons, c'est celui qui concerne la décarbonation des PME et des ETI françaises. On va tenter de vous présenter les principaux enseignements de cette étude à travers quelques données clés aujourd'hui. Toutes ces données sont tirées de notre enquête menée auprès de 405 dirigeants et aussi récoltées à travers les dizaines d'interviews qu'on a pu mener en parallèle auprès d'experts de ce domaine. Alors dès 2020, le sujet nous avait déjà intéressés et cela nous permet aujourd'hui d'enrichir le contenu que nous publions avec des comparaisons dans le temps. Et Mathéo, je te laisse en parler peut-être un peu plus. Bonjour Thomas. Alors oui, le contexte est le suivant. Le Lab avait déjà mené 2 études sur le climat. La première portait sur une enquête statistique qui a révélé des chiffres inédits sur le panorama de la décarbonation des entreprises. Et la deuxième mettait en valeur ce que les dirigeants précurseurs avaient mis en place pour passer à l'action face à cet enjeu climatique. Et donc, cette toute nouvelle étude a vocation à donner la parole à une majorité silencieuse de dirigeants qui font face à des difficultés persistantes, soit ceux qui n'ont pas encore entrepris le chemin de la décarbonation, soit ceux qui l'ont entrepris, mais se confrontent encore à des obstacles toujours plus difficiles à surmonter. Et donc, ce sujet nous passionne, mais il peut étonner. Et à quoi bon s'intéresser aux émissions carbone des PME ETI, alors que les grands groupes sont certainement les plus gros pollueurs ? Alors pour répondre à cette question-là, je pense que c'est important de revenir sur le premier chiffre qu'on souhaitait mettre en exergue aujourd'hui. Il faut savoir donc que les PME et les ETI, selon nos estimations, représentent à peu près 30% de l'empreinte carbone française. Donc généralement, on est tenté de penser que les grands groupes et les ménages captent vraiment une majorité écrasante de cette empreinte carbone, mais on voit que près d'un tiers de cette empreinte est donc reliée à ces entreprises qui comptent entre 10 et 5000 salariés. Cette donnée, elle peut nous surprendre a priori, mais il faut quand même aussi avoir à l'esprit que ces PME et ETI représentent 51% de la valeur ajoutée nationale et 56% des salariés français au global. Donc ça a aussi de quoi surprendre parce que ces PME, ces ETI, elles ne sont pas forcément détentrices de marques très connues du grand public, elles ne sont pas non plus sur les premières pages des journaux économiques. Et pourtant, donc, un tiers de l'empreinte carbone est le fruit de l'activité de ces sociétés. Ce qui est étonnant, donc, c'est aussi d'observer que les politiques publiques, elles sont finalement concentrées sur les grands groupes. À ce titre, on peut notamment évoquer l'exemple de l'obligation de publier un bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui concerne uniquement les entreprises de plus de 500 salariés. Donc les entreprises plus petites peuvent s'emparer d'elles-mêmes du sujet, mais ce n'est en rien une obligation légale. Et donc, malgré cette absence d'obligation réglementaire, on a essayé de voir à travers cette étude comment les dirigeants de PME et d'ETI s'appropriaient ces enjeux environnementaux et climatiques à leur échelle. Alors, commençons par du positif. Les dirigeants de PME-ETI ont multiplié les actions environnementales depuis 2020 et notre première étude sur le sujet le montre. Pour illustrer cette tendance de fond, je vais pouvoir vous révéler le deuxième chiffre clé de la journée, c'est que 67% des dirigeants de PME-ETI affirment suivre en interne les sujets climatiques. Il y a 3 ans, ce chiffre atteignait seulement les 31%. La proportion de chefs d'entreprise suivant les sujets climatiques a plus que doublé en 3 ans et on peut donc affirmer qu'une forte majorité de dirigeants est sensibilisée à ces enjeux. Alors, comment expliquer cet intérêt soudain ? Il y a d'abord un changement de société. Les enjeux climatiques et environnementaux occupent toujours plus de place dans les débats publics et les médias. Les dirigeants sont des citoyens comme les autres et suivent ce mouvement de la société. Et on peut aussi mentionner les événements climatiques extrêmes qui se sont intensifiés ces 3 dernières années, en parlant par exemple des sécheresses, des feux de forêt ou encore des canicules. Toutes ces catastrophes rendent palpable le dérèglement climatique et l'urgence d'agir pour respecter les accords de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, 2 autres leviers conjoncturels sont à citer, l'augmentation récente des coûts de l'énergie d'une part, notamment à la suite de la guerre en Ukraine, et les évolutions réglementaires à venir qui poussent les têtes de filière et les fonds d'investissement à verdir leur bilan. Alors, on observe que la conscience écologique des dirigeants s'est nettement aiguisée, mais que le passage à l'action est aussi de plus en plus manifeste.
Oui, les dirigeants d'entreprise, ils sont donc de plus en plus convaincus de l'importance des sujets climatiques et environnementaux. Et à ce titre, ils agissent de plus en plus à leur échelle. Collectivement, nous pouvons évidemment nous réjouir de cette prise de conscience et des premières initiatives lancées par les chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise qui semblent toujours plus volontaristes à cet égard et également heureux de pouvoir faire leur part. Toutefois, et ce sans forcément le savoir, la majorité des dirigeants de PME découvrent leurs enjeux climatiques et se contentent encore de petits gestes à la fois accessibles et visibles. Bien souvent, pourtant, les principaux postes d'émission de ces entreprises se situent en amont et en aval de leur propre site. C'est-à-dire dans l'achat de marchandises, l'achat de matières premières également, mais aussi en aval du côté de l'usage des produits finis. Les véritables virages stratégiques en faveur du climat consisteraient donc à choisir ses fournisseurs selon des critères environnementaux ou alors de tirer un trait sur les projets les plus émissifs de l'entreprise. Ici, ces sujets sont autrement plus compliqués et plus longs à mettre en œuvre que les petits gestes qui sont aujourd'hui entrés dans les habitudes d'une majorité de dirigeants d'entreprise. Et il est donc normal que les dirigeants s'approprient des sujets extrêmement complexes qu'ils ne maîtrisaient pas forcément à l'origine, donc à partir d'initiatives moins ambitieuses que ce qu'il faudrait mettre en œuvre dans un monde idéal, afin de donc lancer, avant de lancer des projets de réduction plus ambitieux qui impliqueraient leurs parties prenantes externes. Mais une bonne nouvelle est à signaler, et qui ressort également de notre jeu de données, c'est que nous prenons cette direction. C'est que les dirigeants ont pris conscience que les petits gestes qu'ils accomplissaient n'étaient sans doute pas suffisants et qu'il fallait sans doute imaginer d'autres initiatives plus ambitieuses à l'avenir pour décarboner encore plus efficacement le bilan d'activité de leur société. Donc sur les 5 dernières années, par exemple, seuls 30% des dirigeants ont déjà mis en œuvre une offre d'éco-conception pour certains de leurs produits. C'est une initiative qui est encore assez peu sollicitée et qui se situe loin derrière le pilotage d'un système de tri ou l'extinction automatique des lumières dans les actions déjà menées. Or, sur les 5 prochaines années, 43% des chefs d'entreprise souhaitent se lancer dans cette démarche d'éco-conception. Donc on a déjà un progrès de 13 points de pourcentage. Idem pour la sélection des fournisseurs d'après des critères environnementaux. 40% des sondés se lanceront sur ce chantier dans les 5 prochaines années. Et c'est 2 fois plus que les 5 dernières années. Donc là aussi, il y a un progrès qui semble aller dans la bonne direction, malgré la complexité, malgré la longueur de la mise en œuvre de tels projets. Mais que ce soit par donc des petits gestes ou des grands gestes pour l'environnement et la défense du climat, on observe tout de même que le parcours de la décarbonation des entreprises est largement semé d'embûches. En effet, Thomas, alors lorsqu'on se confronte à la décarbonation de son entreprise, on fait face à plusieurs obstacles d'envergure et par ordre d'importance, on pense à 5 principaux obstacles. Le premier, c'est la lourdeur administrative. Le deuxième, c'est le manque de moyens financiers. Le troisième, c'est le manque de temps des dirigeants. Le quatrième, c'est les normes parallèles pesantes et parfois contradictoires avec la décarbonation. Et enfin, le cinquième, c'est le manque de reconnaissance client. Et je le rappelle, ces freins sont considérés par les dirigeants comme les plus contraignants sur le chemin de la décarbonation. Au global, les initiatives en faveur de la décarbonation apparaissent toujours comme une prise de risque pour les dirigeants de PME et d'ETI. Il ne s'agit ni d'une évidence stratégique, ni d'une obligation, mais bel et bien d'une mise en danger relative de la pérennité de son entreprise et des emplois de ses collaborateurs. Il apparaît donc urgent d'agir collectivement pour encourager le renouveau des business models et un verdissement des activités. Aujourd'hui, si une PME choisit un fournisseur plus proche et une matière première moins carbonée, il risque de devoir répercuter son surcoût sur ses prix de vente. Mais ces clients seront-ils prêts à acheter plus cher pour limiter les émissions de carbone ? Si les dirigeants de PME et TI ne sont pas certains de trouver des débouchés pour leurs produits plus verts et plus chers, peuvent-ils néanmoins se permettre d'investir en R&D et dans de nouveaux procédés de fabrication ? On sait que 70% des dirigeants considèrent que la décarbonation des PME et des ETI peut profiter à leurs concurrents moins verts pouvant jouer à court terme sur le critère prix. En somme, les freins sont lourds et les risques sont importants. Mais qu'est-ce qui incite les PME et ETI à s'engager malgré tout dans le chemin de la décarbonation ? Alors la conviction personnelle des dirigeants semble encore être le premier moteur à la bonne appropriation des sujets climatiques et environnementaux.
Mais cette prise de conscience individuelle ne peut pas être le seul tremplin vers les virages stratégiques attendus et la décarbonation globale des PME ETI. Certains éléments conjoncturels vont être primordiaux ici, on en a déjà cité quelques-uns, comme les catastrophes naturelles qui aiguisent la prise de conscience écologique des dirigeants, mais aussi l'augmentation des coûts de l'énergie, ou encore les nouvelles obligations réglementaires des principaux donneurs d'ordre de ces entreprises. Au-delà de ces éléments-là, nous avons aussi mis en avant l'importance des grandes entreprises et des acteurs financiers qui peuvent jouer un rôle décisif pour aider les plus petites organisations à se décarboner. Du côté des grandes entreprises, on pense notamment à leur force d'entraînement, puisque par leurs commandes, leurs critères de sélection de leurs fournisseurs, elles peuvent d'ores et déjà influencer les choix de leurs sous-traitants. C'est un sentiment qui est partagé par les dirigeants de PME ETI, puisque 59% d'entre eux attendent que leurs donneurs d'ordre donnent une impulsion à leur filière pour jouer un véritable rôle de locomotive de la décarbonation. Une grande entreprise a effectivement la capacité d'aiguiller ses petits partenaires de filière en les accompagnant, par exemple au travers de formations ou même de subventions pour des études techniques ou des études globales avant un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Ce phénomène se retrouve notamment dans les secteurs à forte marge qui s'appuient sur des sous-traitants au savoir-faire rare et difficile à remplacer, comme le luxe ou la cosmétique. Et malheureusement, aujourd'hui, ces grandes entreprises sont assez peu nombreuses à fédérer leurs partenaires puisque, à travers notre étude, nous avons pu découvrir que seulement 11% des PME ETI se sont vus proposer un accompagnement de la part de leurs donneurs d'ordre pour décarboner leurs activités. Du côté des acteurs financiers, plus rapidement, on peut aussi évoquer les évolutions réglementaires qui poussent par exemple les fonds d'investissement à jouer la transparence sur leur prise de participation. Par ruissellement, donc, les grands groupes et les fonds peuvent entraîner dans leur sillage de nombreuses sociétés de leur filière ou de leur portefeuille. Et en parlant de réglementation, est-ce que les PME ETI sont également au courant de ces dernières ? Alors déjà, quelles sont ces nouvelles réglementations ? On a la CSRD qui obligera un nombre croissant d'entreprises à faire du reporting extra-financier. On a la CSDDD qui va au niveau européen imposer un devoir de vigilance aux sociétés pour les rendre plus responsables des pratiques de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Et on a aussi la Green Claim Directive qui prévoit d'interdire les certifications sans fondement solide et les arguments écologiques trompeurs. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'écrasante majorité des dirigeants pensent que la réglementation verte va les concerner dans l'avenir. Puisqu'ici, le chiffre clé, c'est 83% de dirigeants qui voient une réglementation qui va contraindre les PME ETI à décarboner leurs activités dans les 10 prochaines années. Et donc, même si aujourd'hui, les PME et ETI ne sont pas toutes directement concernées par la réglementation, il apparaît clair que celle-ci arrive à grands pas. Et donc, les entreprises qui gagneront le jeu de la concurrence seront celles qui se positionneront en premier plutôt que de rester inactives face à l'enjeu climatique. Alors, on a essayé de vous donner quelques éléments chiffrés tirés de notre étude. J'espère que vous les aurez retrouvés à travers notre discours. Après, si vous voulez évidemment retrouver l'ensemble de nos données, nous vous invitons à lire donc, ce travail qui est publié depuis aujourd'hui sur notre site internet, lelab.bpifrance.fr. Et pour finir, simplement, nous tenions à rappeler que si aujourd'hui la décarbonation des PME et des ETI semble être encore une prise de risque, elle pourrait bien devenir une obligation pour toutes les entreprises dans un avenir très proche. Et donc, toutes ces entreprises qui anticipent déjà les enjeux climatiques et environnementaux à venir peuvent déjà se targuer donc, d'un levier commercial décisif autour de la surqualité environnementale de leur offre. Et elles bénéficient également d'un formidable projet mobilisateur, à la fois en interne et en externe, pour mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise autour d'un levier tout à fait prometteur pour leur développement à venir. Merci à tous.